Cette vidéo a 3 ambitions. La première est de décrire les principaux mécanismes monétaires du système actuel. Nous verrons les mécanismes de création monétaire, de destruction monétaire, nous verrons aussi rapidement les réglementations prudentielles qui encadrent les banques, et nous analyserons l'efficacité du quantitative easing. La deuxième ambition est de proposer un système monétaire alternatif, appelé 100% monnaie. Le 100% monnaie permettrait une meilleure stabilité du système économique, en assurant l'autorégulation des marchés. Il assure aussi une inflation zéro, il permettrait aussi de s'affranchir des réglementations prudentielles telles que les accords Bâle, un revenu supplémentaire de 30 milliards d'euros pour l'État annuellement sans coût à autrui, et l'effacement de 700 milliards de dettes souveraines du jour au lendemain, sans défaut ni remboursement. La troisième ambition est de proposer une explication à pourquoi ce système a si peu de succès auprès des économistes d'aujourd'hui. Ce troisième objectif servira de transition et sera donc rempli en deuxième. Pour comprendre le système bancaire et monétaire, il faut tout d'abord comprendre la feuille comptable. Que va-t-on trouver alors dans la feuille comptable ? À gauche, la colonne des actifs et à droite, la colonne des passifs. Les actifs se composent de ce que l'on a et de ce que les autres nous doivent. La colonne des passifs est composée des passifs et des fonds propres. Dans les passifs, on va trouver ce que l'on doit aux autres et dans les fonds propres, on va trouver ce qui reste. On peut donc poser l'égalité. Ce que l'on possède plus ce que les autres nous doivent moins ce que l'on doit aux autres est égal à ce qui reste. Si on renomme tout ça de manière un peu plus technique, ça donne nos avoirs plus nos créances moins nos dettes est égal à notre capital. De cette égalité, on peut déterminer si l'on est solvable ou insolvable. Si nos fonds propres sont positifs, cela veut dire que l'on a plus de créances et d'avoirs que l'on a de dettes, ça veut dire que l'on est solvable. Si en revanche nos fonds propres représentent une somme négative, cela veut dire que l'on a plus de dettes que d'avoirs et de créances. Ceci veut dire que l'on ne peut pas rembourser toutes nos dettes, nous sommes alors insolvables. On peut aussi dire que l'on est en faillite. Imaginons maintenant la situation où Bob possède 100 € de pièces d'or et une paire de chaussures estimée à 30 €. Bob peut alors noter dans la colonne de ses actifs ces deux actifs, qui sont les pièces d'or d'une valeur de 100 € et sa paire de chaussures d'une valeur de 30 €. Bob peut aussi noter dans la colonne de son passif ses fonds propres, qui ont alors une valeur de 130 €. En effet, il ne possède aucune dette envers personne, la totalité de ses avoirs représente donc son capital, de 130 €. Bob souhaite acheter des pommes. Il va donc à la rencontre de Jean-Ed, l'agriculteur, qui cultive des pommes. Jean-Ed, lui, possède 130 € d'actifs qui sont les pommes qu'il veut vendre, et comme il ne détient aucune dette envers personne, il peut noter qu'il a des fonds propres qui valent 130 €. Bob souhaite donc acheter les 130 € de pommes à Jean-Ed. Il va donc offrir ses 100 € de pièces d'or et sa paire de chaussures d'une valeur de 30 €. Jean-Ed va sans souci accepter les 100 € de pièces d'or contre 100 € de pommes, mais il va refuser d'échanger 30 € de plus de pommes contre la paire de chaussures que lui propose Bob. En effet, Jean-Ed n'a pas l'utilité d'une paire de chaussures supplémentaires, et il estime qu'il ne pourra pas revendre cette paire de chaussures facilement non plus. La transaction n'aura donc pas lieu. On peut alors classer les actifs que détenait Bob suivant la facilité qu'ils ont à se vendre. Les pièces d'or seront donc plus liquides que la paire de chaussures. On peut aussi constater que Bob ne peut plus faire les transactions qu'il souhaite réaliser. Pourtant, Bob est bel et bien solvable, ses fonds propres sont positifs. Cependant, il n'a plus assez d'actifs liquides à proposer pour pouvoir effectuer les transactions qu'il souhaite réaliser. On dit alors que Bob est dans une situation d'illiquidité. Revenons à la situation initiale où Bob détient 100 € de pièces d'or. Bob va vouloir déposer ces pièces d'or dans un lieu sûr, une banque. On voit donc les pièces d'or qui passent de l'actif de Bob à l'actif de la banque commerciale. La banque commerciale va donc noter dans son passif
que Bob a fait un dépôt de 100 € chez elle. Bob reçoit en contrepartie un reçu de son compte en banque qu'il va pouvoir noter dans son actif ayant une valeur de 100 €. Il y a donc un lien contractuel entre le passif de la banque commerciale et l'actif de Bob. Bob détient alors une créance envers la banque commerciale d'une valeur de 100 € et la banque commerciale détient donc une dette d'une valeur de 100 € envers Bob. Pour plusieurs raisons que je ne souhaite pas expliquer ici mais que vous pouvez retrouver dans les manuels d'économie, il y a eu une volonté de centralisation de l'or détenu par les banques commerciales vers la banque centrale. L'or va donc se retrouver à l'actif de la banque centrale. En contrepartie, la banque commerciale va recevoir des billets de banque émis par la banque centrale. La banque centrale va noter dans son passif qu'elle doit 100 € en contrepartie des billets qu'elle a émis. De cette façon, Bob va pouvoir retirer à la banque commerciale des billets de banque. Dans cet exemple, il en retire pour 30 €. Le dépôt de Bob au passif de la banque commerciale et le compte en banque à l'actif de Bob vont donc se réduire chacun de 30 € et on va voir passer les billets de banque de l'actif de la banque commerciale à l'actif de Bob. Lorsque les talons or étaient en vigueur, Bob, avec ses billets de banque, pouvait retirer son or à la banque centrale. Bob peut donc par exemple déposer 15 € de billets de banque à la banque centrale, qui seront alors détruits avec le passif lié avec ces billets, et Bob récupérera ses 15 € d'or. Bob va à la rencontre de Jean-Ed pour lui acheter 15 € de pommes. S'offrent alors trois possibilités. Bob peut payer Jean-Ed avec 15 € de pièces d'or. On voit alors l'échange des actifs pièces d'or contre les actifs pommes. Ou alors il peut payer Jean-Ed avec 15 € de billets de banque. On voit alors l'échange de l'actif billet de banque contre l'actif pomme. La dernière possibilité pour Bob est d'effectuer un virement ou un chèque à l'attention de Jean-Ed. Lors de l'acquisition des pommes, Bob va donc voir son compte bancaire diminuer de 15 € et celui de Jean-Ed sera augmenté de 15 €. Dans la colonne du passif de la banque commerciale, on voit donc une part du dépôt de Bob qui change de propriétaire. 15 € du dépôt de Bob vont donc passer au nom de Jean-Ed. On peut constater que trois formes de monnaie ont servi à faire la même transaction. Bien que ces formes de monnaie aient la même liquidité et la même valeur, on peut tout de même les distinguer suivant leur nature. L'or est une monnaie métallique dont la valeur est intrinsèque. En effet, ce qui donne la valeur à l'or, c'est bien le matériau lui-même. Les billets de banque sont de la monnaie papier. Leur valeur est extrinsèque. C'est la signature de la banque centrale qui lui donne leur valeur. Les comptes en banque sont de la monnaie scripturale. Leur valeur est extrinsèque. En effet, c'est le lien contractuel entre une banque commerciale et son client qui lui donne sa valeur. On appelle les monnaies dont les valeurs sont extrinsèques des monnaies fiduciaires. Fiduciaire signifie qui est fondée sur la confiance. En effet, c'est bien la confiance d'une communauté en la signature de la banque centrale qui va donner la valeur des billets de banque. De la même façon, c'est la confiance que va accorder une communauté au système de paiement auquel sont associées les banques commerciales qui vont assurer la valeur des comptes bancaires. Revenons à notre situation initiale où Bob a juste déposé ses 100 €. Pour que la banque joue pleinement son rôle, il faut aussi un entrepreneur qui veuille emprunter de l'argent pour son entreprise. Ici, il s'appellera Tom. Tom demande à la banque commerciale s'il peut effectuer un emprunt. La banque commerciale qui a 100 € dans ses réserves va lui répondre « Effectivement, c'est possible, puisque l'un de mes clients a déposé 100 €, je peux vous en prêter une partie. » La banque commerciale va lui proposer 80 € de prêt. Tom va donc repartir avec les 80 € de billets dans sa poche et un contrat de prêt va être établi entre la banque commerciale et Tom. La banque commerciale peut noter ce prêt comme l'un de ses actifs et Tom doit noter cet emprunt comme l'un de ses passifs. En effet, la banque commerciale détient maintenant une créance sur Tom et Tom détient une dette envers la banque commerciale. Sans s'en rendre compte, nous avons introduit un nouveau concept, le système à réserve fractionnaire.
La banque propose à Tom l'argent qui a été déposé dans ses caisses. Mais elle souhaite en garder disponible au cas où Bob veuille en retirer. C'est pour ça que ce système s'appelle le système à réserve fractionnaire, puisque la banque n'a prêté qu'une fraction du dépôt qu'elle avait en réserve. On peut alors définir le ratio de réserve comme la division entre les réserves détenues à l'actif de la banque commerciale et les dépôts à vue détenus au passif de la banque. Dans notre exemple, les réserves sont à 20 € et les dépôts à vue sont à 100 €. Nous avons donc un ratio de réserve qui est égal à 20%. Ce ratio de réserve doit toujours être supérieur ou égal à un minimum légal appelé réserve obligatoire. Ce minimum légal est défini arbitrairement. Dans notre exemple, nous allons le définir à 20%. Les réserves obligatoires sont à ne pas confondre avec les fonds propres obligatoires. Les fonds propres obligatoires sont un autre minimum légal défini dans les fameux accords Bâle que nous verrons plus tard dans la vidéo. Revenons à nos moutons. Tom, qui est un entrepreneur, va donc faire appel à des ouvriers pour lui construire une usine. Tom va donc à la rencontre de Yves, l'ouvrier, qu'il va rémunérer contre la construction d'une usine. On voit donc les billets qui passent de main en main entre Tom et Yves, et Tom peut noter sa nouvelle usine comme l'un de ses actifs. Yves n'a de dette envers personne, ces 80 € représentent donc ses fonds propres. Yves trouve que 80 € est une grosse somme d'argent, il va donc le déposer dans un lieu sûr, une banque. On voit donc les billets qui passent de l'actif de Yves à l'actif de la banque commerciale, et un nouveau compte en banque est donc créé pour Yves. Ce compte en banque apparaît à l'actif de Yves et au passif de la banque commerciale. Paul est un autre entrepreneur qui a à peu près la même idée que Tom et qui va emprunter 64 € à la banque commerciale. 64 €, c'est le maximum que peut prêter la banque tout en vérifiant ses réserves obligatoires. On voit donc les billets qui passent de l'actif de la banque commerciale à l'actif de Paul, et le contrat de prêt peut donc être noté au passif de Paul et à l'actif de la banque commerciale. De même, Paul va faire appel à Jacques, un ouvrier, pour lui construire une usine. Il va donc rémunérer Jacques, on voit donc les billets qui passent de l'actif de Paul à l'actif de Jacques. Paul peut donc noter sa nouvelle usine comme l'un de ses actifs, et Jacques peut noter qu'il a 64 € de fonds propres. Jacques a la même réaction que Yves, il va déposer ses 64 € à la banque commerciale. Un nouveau compte est ouvert pour Jacques, que l'on voit à son actif et au passif de la banque commerciale. Ici, on s'arrête au bout de 2 étapes, mais tant que la banque commerciale vérifie ses réserves obligatoires, ce schéma peut recommencer. Donc que s'est-il passé? D'une base monétaire de 100 €, qui est la monnaie émise par la banque centrale, aussi appelée M0, par une série de prêts et de dépôts bancaires, la quantité de monnaie scripturale s'est multipliée en une quantité M1. Dans notre exemple, elle est à 244 €. On appelle ce schéma l'effet multiplicateur de crédit. L'effet multiplicateur de crédit est à ne pas confondre avec l'effet de levier. Je explique rapidement l'effet de levier pour être sûr que personne ne confonde. Lorsqu'un entrepreneur a 10 € de capital, il peut l'investir dans une usine pour qu'elle lui rapporte 2 € à chaque 10 € dépensés. Une usine de 10 € va donc lui rapporter 2 € par an. Ou alors il peut emprunter plus d'argent pour construire une plus grosse usine qui lui rapportera plus. Imaginons qu'il emprunte 90 €. Son usine qui vaut 100 € va donc lui rapporter non plus 2 €, mais 20 €. Avec le même capital, l'entrepreneur a réussi à multiplier ses gains par 10. On ne confond donc pas l'effet multiplicateur de crédit avec l'effet de levier. Cependant, je veux vous montrer que l'effet multiplicateur de crédit est un schéma obsolète. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait qu'écrire la feuille comptable de la banque commerciale sous cette forme-ci ne change rien? On peut aussi se mettre d'accord sur le fait que quand quelqu'un va chercher un crédit à la banque, il ne repart pas avec l'argent en liquide. De même, les salariés ne sont plus rémunérés en liquide, mais ils sont rémunérés grâce à des chèques ou des virements bancaires. Je prends une photographie de cette situation que j'appelle situation finale, et nous retrouvons notre situation initiale où Bob a déposé 100 € à la banque commerciale. Que va-t-il se passer en réalité? Tom va à la banque commerciale pour lui demander un emprunt de 80 €. Ce prêt va lui être accordé et la banque commerciale va pouvoir noter à son actif ce nouveau prêt d'une valeur de 80 €. De même,
Tom doit noter à son passif l'emprunt de 80 € qu'il vient d'effectuer à la banque commerciale. Un nouveau compte bancaire va alors être créé pour Tom et va être crédité de 80 €. Ce compte bancaire va apparaître à l'actif de Tom et au passif de la banque commerciale. Tom va alors rémunérer Yves pour la construction de son usine, par virement ou par chèque. On voit donc le compte de Tom qui est décrémenté de 80 € et le compte de Yves qui est incrémenté de 80 €. On voit donc les modifications qui ont lieu au passif de la banque commerciale et le compte de Yves qui apparaît à son actif. Yves peut noter qu'il a alors 80 € de fonds propres à son passif et Tom peut noter sa nouvelle usine comme l'un de ses actifs. Paul va faire la même manœuvre que Tom, il va aller à la banque, lui demander un emprunt de 64 € qui va lui être accordé. Le contrat de prêt est alors signé, il apparaît à l'actif de la banque commerciale une créance sur Paul, et au passif de Paul une dette envers la banque commerciale. Un nouveau compte bancaire de 64 € est alors créé pour Paul, celui-ci apparaît au passif de la banque commerciale et à l'actif de Paul. Paul va rémunérer Jacques pour la construction de son usine, la rémunération va se faire par chèque ou par virement. Le compte en banque de Paul est alors diminué de 64 € et celui de Jacques augmenté de 64 €. On voit donc les modifications qui ont lieu au passif de la banque commerciale et à l'actif de chacun des acteurs. Jacques peut noter qu'il a 64 € de fonds propres et Paul peut noter sa nouvelle usine d'une valeur de 64 € comme l'un de ses actifs. Et nous retrouvons donc notre situation finale sans jamais avoir sorti 1 centime de la banque. Maintenant que l'on a une représentation un peu plus réaliste des mécanismes de crédit, analysons quelles sont les possibilités d'une banque commerciale avec ce système à réserve fractionnaire. Revenons à la situation initiale où Bob a déposé 100 € à la banque commerciale. Tom, qui est un entrepreneur ambitieux, ne va pas demander 80 € d'emprunt, il va en demander 400 €. Un prêt de 400 € va donc lui être accordé, et la banque va pouvoir noter à son actif la créance sur Tom, et Tom devra noter à son passif l'emprunt à la banque commerciale. Un nouveau compte va être créé pour Tom, sur lequel sera crédité 400 €. Ce compte bancaire apparaît à l'actif de Tom et au passif de la banque commerciale. Le prêt de 400 € avec 100 € dans ses réserves est tout à fait possible puisque la banque commerciale vérifie toujours ses réserves obligatoires. Tom va pouvoir alors rémunérer Yves grâce à un chèque ou un virement pour la construction de son usine. On voit donc le compte de Tom qui est débité de 400 € et le compte de Yves qui est crédité de 400 €. Tom peut noter sa nouvelle usine comme un actif et Yves peut noter qu'il a 400 € de fonds propres. Le compte bancaire qui a été créé lors de la signature du contrat d'emprunt de Tom à la banque commerciale a bien servi pour une transaction. C'est donc bien de la monnaie scripturale. Lorsque l'on regarde la feuille comptable de manière statique, on peut avoir l'impression que Yves est un épargnant qui vient déposer son argent à la banque et que Tom vient emprunter cet argent. Mais en regardant la feuille comptable de manière dynamique, on réalise que cette représentation est bien fausse. Si la création monétaire pour les banques se fait d'un simple clic sur l'ordinateur, pourquoi est-il si difficile de contracter un prêt? Et pourquoi M. Frédéric Oudéa, PDG de la Société Générale, déclare à la Commission des Affaires économiques en juin 2011 « Nous ne pouvons créer de l'argent, il nous faut le collecter à travers les dépôts des particuliers et des entreprises, ainsi que par des émissions sur les marchés. » La déclaration de M. Oudéa est complètement fausse. Cependant, on peut relever un élément intéressant, c'est que M. Oudéa semble particulièrement concerné par la collecte des dépôts. Si M. Oudéa a fait cette déclaration erronée, c'est parce qu'il ne fait pas le rapprochement entre deux différentes notions, la notion de prise de risque et la notion de création monétaire. En effet, la création monétaire et la prise de risque sont dans ce mécanisme intimement liés. En accordant un prêt à Tom, la banque commerciale va effectivement créer de la monnaie en lui ouvrant un nouveau compte bancaire, mais elle va aussi s'exposer à des risques supplémentaires, le risque d'illiquidité et le risque d'insolvabilité. Dans ce mécanisme de création monétaire par le crédit, la prise de risque est contraignante. C'est ainsi que M. Oudéa, pour faire valoir sa cause et la difficulté du métier de banquier, aurait dû déclarer « Effectivement, les banques commerciales sont à l'origine de création monétaire lorsqu'elles accordent des prêts, mais ce faisant, nos établissements prennent des risques. » Si M. Oudéa est si concerné par la collecte des dépôts, c'est à cause du risque d'illiquidité auquel il s'expose lorsqu'il accorde de nouveaux prêts. Imaginons la situation où il existe deux banques, la banque A et la banque B. Tom va faire son emprunt à la banque A,
et va donc avoir un compte bancaire à la banque A. Yves, par contre, est client de la banque B. Lorsque Tom va rémunérer Yves pour sa nouvelle usine, Yves va recevoir sa rémunération sur son compte en banque de sa banque, la banque commerciale B. La banque commerciale B voit bien que le virement ou le chèque qu'a reçu Yves vient de la banque commerciale A. La banque commerciale B peut alors exiger de la banque commerciale A 400 € de monnaie émise par la banque centrale. Cependant, la banque commerciale A n'a pas dans ses caisses 400 € de monnaie émise par la banque centrale, elle n'en a que 100. De plus, celle-ci va devoir vérifier ses réserves obligatoires. Dans un premier temps, la banque commerciale A va pouvoir verser 80 € de monnaie centrale à la banque commerciale B, et ainsi faire en sorte que les deux banques vérifient leurs réserves obligatoires. Ensuite, plusieurs situations sont possibles. La première situation est dans le cas où il y a une relation de confiance entre les banques. Dans ce cas-là, la banque B va accorder un prêt à la banque A qui s'appelle un prêt interbancaire. Les conditions de ce prêt interbancaire sont le plus souvent définies par une référence telle que l'Euribor ou le Libor. On voit donc le prêt interbancaire de 320 € qui apparaît à l'actif de la banque B et au passif de la banque A. La deuxième solution, c'est que la banque A cède une part de son actif à la banque B. En l'occurrence, la banque A n'a qu'un seul actif à céder, c'est le prêt à Tom. La banque A va donc diviser le prêt à Tom en deux parties, une de 80 € et une de 320 €, et céder la partie de 320 € à la banque B. On voit donc cette part de l'actif qui passe de la banque A à la banque B. Cette représentation de vente d'actifs est juste mais simpliste. Tom ne va pas rembourser une part de son emprunt à la banque A et une part de son emprunt à la banque B. Ce qui se passe en réalité lorsqu'il y a une vente d'actifs, c'est qu'il y a un prêt interbancaire auquel on colle les conditions du prêt à Tom, notamment le taux d'intérêt et l'échéance. Ceci revient exactement même pour les deux banques, puisque à chaque versement de Tom, la banque A est contrainte d'en reverser une partie à la banque B. Ainsi, la vente d'actifs est transparente pour les clients des banques, notamment Tom. La troisième situation est dans un contexte de crise de confiance entre les banques. Dans tel cas, il est possible que la banque B ne souhaite ni recevoir un emprunt, ni recevoir un actif de la part de la banque A. La banque A est alors dans une situation d'illiquidité. Cette situation est grave. Elle peut engendrer le blocage du système de paiement. Cette situation ne serait pas arrivée si la banque A avait suffisamment de dépôts de la part de ses clients. D'où la grande préoccupation de M. Frédéric Oudéa quant à la collecte des dépôts. Dans ce cas-là, la Banque centrale est contrainte d'intervenir. La Banque centrale va alors jouer le rôle d'intermédiaire entre les deux banques. Elle va alors accorder un prêt de 320 € à la banque A. Ce prêt va alors apparaître au passif de la banque A et à l'actif de la Banque centrale. Et de l'autre côté, la Banque centrale va ouvrir un compte à la banque B. Ce compte va être crédité de 320 € et apparaître à l'actif de la banque B et au passif de la Banque centrale. Si on prend le cas normal où le marché des prêts interbancaires fonctionne, on peut constater que ces prêts et emprunts interbancaires sont transparents à la feuille comptable des agents non financiers. Si bien qu'à échelle macroéconomique, l'étude de la feuille comptable d'un système multibanque revient à l'étude de la concaténation des feuilles comptables des différentes banques. Je simplifie ainsi l'étude de mon système et appelle la feuille comptable au centre de l'écran la feuille comptable des banques commerciales. Nous avons donc ainsi vu le risque d'illiquidité auquel s'exposent les banques lorsqu'elles accordent des crédits. Elles s'exposent aussi au risque financier d'insolvabilité. Imaginons que l'entreprise de Tom, pour une raison X ou Y, ne fonctionne pas bien. Ceci va se ressentir par une dévaluation de ses moyens de production, son usine. On voit donc l'usine de Tom qui est dévaluée de 400 à 300 €. Tom est alors dans une situation d'insolvabilité. En effet, la valeur de ses actifs est inférieure à la somme de ses passifs. Tom va donc constater son état de faillite, il ne pourra pas rembourser les 400 € d'emprunt à la banque commerciale et ne va rembourser que 300. Ce défaut de remboursement va donc se répercuter sur les deux éléments qui constituent le contrat de prêt, c'est-à-dire le passif de Tom et l'actif de la banque commerciale qui vont chacun diminuer de 100 €. Et c'est alors la banque commerciale qui devient insolvable à son tour. On comprend bien alors la réticence des banques commerciales à accorder des prêts trop risqués. Cette situation est grave, et l'insolvabilité de la banque commerciale peut se répercuter directement sur les comptes en banque de ses clients. L'amputation des comptes clients de la banque commerciale est inenvisageable telle quelle, sous peine de chaos social. L'État est alors contraint d'intervenir et va pratiquer un sauvetage des banques commerciales.
L'État est alors contraint de subventionner les banques et va leur céder des titres sur lui-même. L'État peut éventuellement, en contrepartie de cette donation, demander des parts dans le capital de la banque. Le titre détenu à l'actif de la banque commerciale va constituer une créance sur l'État, et le passif de ce titre détenu par l'État va constituer une dette envers la banque commerciale. Le titre détenu par la banque commerciale sur l'État va permettre de restituer la solvabilité de la feuille comptable de la banque commerciale. Et c'est bien la solvabilité des banques commerciales qui va assurer l'intégrité des comptes clients. Ce titre peut tout à fait être assimilé à un prêt de la banque commerciale à l'État, et je vais le noter tel quel. Mais qu'en est-il de la feuille commerciale de l'État ? En fait, la question de la solvabilité de l'État ne se pose pas. Parce que l'État est éternel, parce que l'État a l'autorité, parce que l'évaluation des actifs de l'État est inconcevable, parce que l'État représente une nation, il n'est pas un agent économique ordinaire. L'État ne peut pas faire faillite, l'État est sujet au défaut, c'est-à-dire au risque d'illiquidité, mais il n'est pas sujet au risque d'insolvabilité. Il est donc vain d'essayer d'équilibrer la feuille comptable de l'État. Certains ont essayé, ils s'y sont cassés le nez. J'ai ici le compte général de l'État 2010 dans lequel on peut trouver son bilan comptable, et l'on peut d'ores et déjà constater une insolvabilité de plus de 750 milliards d'euros. Pourtant, l'État n'a pas cessé de fonctionner financièrement malgré cette insolvabilité qui représente à peu près l'évaluation de la totalité de ses actifs. L'évaluation des actifs de l'État est donc un exercice absurde que je représente par un point d'exclamation dans la colonne de l'actif de son bilan comptable. Afin de minimiser les interventions de l'État et de la Banque centrale, des réglementations prudentielles ont été mises en place. Avant de décrire et comprendre ces réglementations prudentielles, il est nécessaire de connaître quelques autres mécanismes monétaires. Le premier, c'est la mise en épargne. Imaginons que Yves veuille mettre 200 € en épargne. Il va tout simplement transférer 200 € de son compte à vue en compte épargne. Le changement va s'opérer au passif de la banque commerciale et à l'actif de Yves. Le deuxième mécanisme que je souhaite décrire est l'émission d'actions de la part de la banque commerciale. La banque commerciale souhaite ouvrir son capital et va donc annoncer une émission d'actions. Bob va se déclarer intéressé pour l'acquisition de 50 € d'actions. Bob va acheter les 50 € d'actions avec 50 € qu'il a sur son compte en banque. On voit donc 50 € de Bob à l'actif de la banque commerciale qui devient le capital de la banque. Et Bob reçoit en contrepartie 50 € d'actions qu'il peut noter à son actif. Maintenant que l'on connaît ces quelques mécanismes bancaires supplémentaires, on peut décrire les accords Bâle qui sont des réglementations prudentielles. Les accords Bâle abordent deux fronts, le risque d'illiquidité et le risque d'insolvabilité. Regardons tout d'abord comment les accords Bâle traitent du risque d'insolvabilité. Le risque d'insolvabilité d'une banque vient du risque de dévaluation des actifs qu'elle détient. La dévaluation des actifs d'une banque se répercute en premier lieu sur ses fonds propres, c'est-à-dire son capital. Si les fonds propres ne sont pas suffisants pour absorber les dévaluations des actifs, alors la dévaluation des actifs va se répercuter sur les dépôts des clients. C'est ce que la réglementation prudentielle souhaite éviter. Les accords de Bâle imposent donc une quantité de fonds propres obligatoire face au risque de dévaluation de chaque actif. Ces actifs vont être classés selon leur risque de dévaluation. Dans notre exemple, la banque détient 3 différents actifs, les billets, le prêt à Tom et le prêt à l'État. Chacun des actifs va recevoir une notation le plaçant sur une grille d'évaluation du risque. Et pour chaque catégorie de risque d'actifs, va être définie une quantité de fonds propres obligatoires à détenir. Commençons par la créance sur Tom. Tom a déjà été en situation d'insolvabilité. Détenir une créance sur Tom va donc être très risqué. La réglementation prudentielle va donc déterminer arbitrairement une grande quantité de fonds propres obligatoires à détenir face au grand risque que représente la détention de la créance sur Tom. Disons 12%. 12% du prix de cet actif, 300 € est égal à 36 €. La banque doit donc justifier de 36 € de fonds propres pour la détention de cet actif. Ainsi, si cet actif est dévalué de 12% ou moins, la totalité de la dévaluation de cet actif va pouvoir être amortie par les fonds propres sans toucher au compte à vue des clients. La banque détient aussi une créance sur l'État. Celle-ci est bien moins risquée. Les fonds propres obligatoires à justifier pour la détention de cette créance vont donc être moindres. Disons 4%. 4% de 100 €, c'est donc 4 €. La banque doit aussi justifier de 4 € de fonds propres obligatoires face à la créance qu'elle détient sur l'État. Les billets de banque sont un actif sans risque, aucun fonds propre obligatoire n'est requis.
On peut donc faire la somme des fonds propres obligatoires auxquels est sujette la banque. 36 € plus 4 € plus 0 € est égal à 40 €. On compare cette somme aux fonds propres actuels de la banque de 50 € et on constate que celui-ci est supérieur aux fonds propres obligatoires. La banque vérifie donc la réglementation prudentielle. Regardons maintenant comment les accords BAL abordent le risque d'illiquidité. La réglementation décrite par les accords BAL va étudier les rentrées et les sorties de liquidité pendant une période dite de stress test de 30 jours. Dans notre exemple, la banque détient déjà 100 € de liquidité, qui sont les billets de banque. Elle peut aussi compter sur des rentrées de cash de la part de Tom et de l'État sur lesquelles elle détient une créance. Imaginons que le contrat de Tom stipule des échéances et des intérêts de telle sorte que Tom doit rembourser 20 € par mois pour son emprunt. De même, on imagine que l'État doit rembourser intérêts et principal confondus 5 € par mois à la banque. L'observation se fait sur une hypothétique période aux conditions extrêmes. C'est pour cela qu'on l'appelle la période de stress test, pendant laquelle on ne peut pas compter sur tous les retours de liquidité. Ces deux derniers chiffres vont donc être pondérés de 50%. La banque peut donc compter sur 112,5 € de liquidité sur le mois. La réglementation va aussi observer les sorties de liquidité. Celles-ci sont générées par les retraits des clients. La réglementation va alors observer les dépôts au passif de la banque et les pondérer de 5 à 75% suivant la nature des clients et leur susceptibilité à retirer de l'argent. Imaginons dans notre exemple que le compte épargne de Yves soit pondéré à 10%, que le dépôt à vue de Yves soit pondéré à 25% et que le dépôt à vue de Bob soit pondéré à 20%. On additionne donc 10% de 200 € est égal à 20 €, 25% de 200 € est égal à 50 € et 20% de 50 € est égal à 10 €. Le tout est égal à 80 € que l'on compare aux 112,5 € de tout à l'heure. On voit donc que les disponibilités et les rentrées de liquidité de la banque sont supérieures aux potentielles sorties de liquidité, donc la banque passe avec succès son stress test. De très nombreux produits se créent et s'échangent en finance, je ne vais vous en décrire qu'un seul, l'obligation. On peut distinguer les obligations d'origine privée, qui sont les obligations d'entreprise, et les obligations d'origine publique, qui sont les obligations d'État. Regardons tout d'abord le cas des obligations d'entreprise. Imaginons que Tom veuille émettre des obligations d'entreprise. L'obligation est constituée de deux éléments, un élément en passif qui sera la dette envers le détenteur de l'obligation, et un élément à l'actif qui est l'obligation elle-même. Observons le cas où Bob veuille acquérir 50 € de ses obligations. Bob va donc alors verser 50 € de son compte en banque à celui de l'entreprise de Tom, et Tom va céder son obligation à Bob. Maintenant observons le cas où c'est la banque commerciale qui va y acquérir 50 € d'obligations de l'entreprise de Tom. L'obligation va alors passer de l'actif de l'entreprise de Tom à l'actif de la banque commerciale, et la banque commerciale va ajouter 50 € qui vont apparaître son passif au compte bancaire de Tom. On peut noter la différence de l'acquisition de l'obligation par la banque commerciale ou par Bob. C'est que Bob a échangé 50 € contre l'obligation, alors que la banque commerciale a augmenté sa feuille comptable pour acquérir l'obligation. Ce qui va se passer pour les obligations d'État est très similaire. L'État va tout d'abord noter la dette envers le détenteur à son passif et va émettre des obligations sur le marché obligataire. Yves souhaite acheter une obligation d'État. L'obligation d'État va donc passer de l'actif de l'État à l'actif de Yves, et Yves va verser 50 € de son compte en banque au compte en banque de l'État. À la différence des agents privés, l'État détient son compte en banque à la banque centrale. À la manière d'un prêt interbancaire, il va y avoir un prêt intermédiaire entre la banque centrale et la banque commerciale. De même, l'acquisition d'une obligation d'État par la banque commerciale va augmenter sa feuille comptable et un nouveau prêt va être établi entre la banque commerciale et la banque centrale, afin que le compte du trésor public hébergé à la banque centrale soit fourni de 50 € supplémentaires. Cette situation est la plus complexe que nous verrons dans cette vidéo. Les liquidités levées lors de l'émission d'obligations ont bien vocation à être dépensées. Je fais un peu de place sur l'écran, les rayures indiquent que cette part de la feuille comptable n'est pas à l'échelle. Tom va rémunérer Yves par un virement bancaire pour lui construire un agrandissement de son usine. De la même façon, avec l'illiquidité levée, l'État va demander à Yves de lui construire de nouvelles routes. Le prêt de la banque centrale aux banques commerciales va donc être effacé, et un transfert d'argent aura lieu entre le compte du trésor public et le compte de Yves. Un des effets du système à réserve fractionnaire dont il faut bien être conscient, c'est la destruction monétaire.
Nous avons déjà aperçu la destruction monétaire par le défaut. En effet, si Tom n'est plus en capacité de rembourser, il va faire défaut sur son remboursement. Ce défaut va engendrer une dévaluation de l'actif détenu par la banque commerciale. Cette dévaluation de cet actif va engendrer une réduction des fonds propres de la banque commerciale et éventuellement une situation d'insolvabilité pour la banque commerciale. Nous avons déjà vu que cette situation d'insolvabilité peut aussi se répercuter sur les comptes des dépôts des clients. Et comme ceci est inenvisageable, l'État est obligé d'intervenir. Le même mécanisme peut tout à fait arriver pour les obligations d'entreprise. Si Tom fait défaut sur son obligation d'entreprise, celle-ci est dévaluée et la dévaluation se répercute d'abord sur les fonds propres des détenteurs s'ils existent, puis sur les créanciers des détenteurs, c'est-à-dire, dans le cas d'une banque commerciale, les déposants. L'État, lui aussi, s'il est en situation d'illiquidité, peut tout à fait être amené à faire défaut sur sa dette. Le défaut de l'État sur son emprunt ou sur son obligation va engendrer la dévaluation de celle-ci. Cette dévaluation va se répercuter sur les fonds propres du détenteur de la créance. On voit donc les fonds propres de Yves qui diminuent et les fonds propres de la banque commerciale qui diminuent aussi. Si la dévaluation est grande, la banque commerciale va se trouver en situation d'insolvabilité. La dévaluation menace de se répercuter sur les comptes de dépôt. Et il n'y a pas de recours puisque c'est l'État même qui fait défaut. Les comptes de dépôt vont donc inévitablement être touchés par cette dévaluation. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que le jour où l'État décide de faire défaut sur sa dette, le compte bancaire de Monsieur Tout-le-Monde va être amputé d'une certaine somme. Si le défaut de la dette souveraine n'est pas une solution, le remboursement est-il une meilleure option ? Regardons tout d'abord le cas du remboursement d'une dette détenue par une entreprise. Imaginons que l'usine de Tom fonctionne bien, elle produit des chaises. Ces chaises vont donc apparaître à son actif et ses fonds propres vont augmenter. Et c'est la vente de ces chaises, à Yves par exemple, qui va permettre à Tom d'acquérir des liquidités pour pouvoir rembourser sa dette. Tom peut rembourser l'obligation détenue par Bob. Dans ce cas-là, il y a un transfert d'argent entre Tom et Bob. Et il peut aussi rembourser l'obligation détenue par la banque. Le remboursement de l'obligation va dévaluer sa valeur. En effet, si 20 € de l'obligation sont remboursés sur 50, celle-ci ne vaudra plus que 30 €, puisque la banque ne pourra en récupérer plus que pour 30 €. Le compte de Tom va donc tout simplement être effacé de 20 €, et la feuille comptable de la banque reste équilibrée. Le mécanisme est exactement le même pour les crédits. Imaginons que l'usine produise un peu plus de chaises qu'elle vend à Yves. Le remboursement du crédit à la banque commerciale va dévaluer la valeur de ce crédit et le compte de Tom va être effacé de la somme remboursée. Les feuilles comptables sont ainsi dans le cas du remboursement de la dette souveraine est assez similaire. L'État va commencer par prélever des impôts. 170 € du compte de Yves et 30 € du compte de Bob sont alors transférés au compte du Trésor public et leurs fonds propres sont réduits d'autant. Et il s'établit aussi un prêt entre la banque centrale et les banques commerciales. Le premier remboursement va être celui de l'obligation détenue par Yves. Il y a alors un transfert d'argent entre le compte du Trésor public à la banque centrale et le compte du détenteur de l'obligation. Dans ce cas, c'est Yves. Une part du prêt entre la banque centrale et la banque commerciale est alors effacée. Et l'on retrouve la somme remboursée, 50 €, sur le compte de Yves. Lorsque l'État rembourse l'obligation détenue par la banque commerciale, celle-ci est effacée. Il y a un ordre de virement de la part du Trésor public vers la banque commerciale en question, et une part du prêt entre la banque centrale et la banque commerciale va alors être effacée. Les 50 € remboursés ne sont reversés à personne, ils sont tout simplement détruits. Le processus est très similaire dans le cas de l'emprunt à la banque. L'État va rembourser les 100 € qu'il doit à la banque commerciale. Il y a un ordre de virement entre le compte du Trésor public et la banque commerciale. Et 100 € du prêt entre la banque centrale et la banque commerciale vont alors être effacés. On retrouve alors l'équilibre des feuilles comptables. Les 100 € remboursés de la part du Trésor public à la banque commerciale ne sont transférés à personne, ils sont tout simplement détruits. Pour résumer, les mécanismes de destruction monétaire sont lorsqu'il y a un remboursement envers un agent non financier, il y a transfert d'argent, il n'y a pas de destruction monétaire. Lorsqu'il y a remboursement envers un agent financier, une banque, il y a destruction de la monnaie qui a été utilisée pour rembourser l'emprunt. On peut déduire de cette conclusion la quantité de monnaie qui est détruite lors du remboursement de la dette souveraine. Il suffit de regarder quelle est la part de la dette souveraine qui est détenue par des agents financiers ou non, et cette information est donnée par l'agence France Trésor. On peut donc déduire de ce graphique que entre 14 et 22% de la monnaie qui est utilisée pour rembourser la dette souveraine est tout simplement détruite. Sans en avoir conscience, lorsque le gouvernement travaille au désendettement, le gouvernement travaille
à la destruction monétaire. Ce sont les deux faces de la même pièce. Nous avons vu que le défaut ou le remboursement de la dette implique la destruction monétaire avec tous les effets néfastes que cela engendre. Existe-t-il une tierce solution qui permette le désendettement sans destruction monétaire? La réponse est oui. Ce sera l'objet de la seconde partie de la vidéo. Avant de découvrir cette solution, je souhaite mettre en exergue deux autres mécanismes de création monétaire que permettent le système à réserve fractionnaire. Revenons à la situation initiale. Le premier mécanisme est la création monétaire par l'achat d'actifs par une banque commerciale. Nous avons déjà vu qu'une banque commerciale peut acquérir une obligation en augmentant sa feuille comptable. Ceci est en réalité possible avec n'importe quel actif. Imaginons que une banque comptable souhaite se faire construire un bâtiment, elle demande à Yves, l'ouvrier, de lui construire un bâtiment qu'elle note à son actif, et elle rémunère Yves en lui créant un nouveau compte et en y inscrivant le montant qui lui revient, c'est-à-dire le prix de l'achat. S'il est si facile de acheter des actifs en créant de la monnaie pour les banques commerciales, pourquoi n'achètent-elles pas tout Paris? Encore une fois, c'est parce qu'il y a une prise de risque associée à cette création monétaire qui est contraignante, la prise de risque d'illiquidité et d'insolvabilité. Revenons encore sur la création monétaire par le système à réserve fractionnaire. Nous avons vu qu'avec un ratio de réserve 20% et 100 € de réserve, la banque peut émettre jusqu'à 400 € de crédit. Ceci est faux. La banque peut émettre bien plus de crédit que ça. Imaginons que Tom veuille emprunter 800 €. Le mécanisme que l'on a déjà vu va s'appliquer. La banque va noter à son actif le prêt à Tom et à son passif le nouveau compte à Tom. Mais si celui-ci de 800 €, alors les réserves de la banque sont insuffisantes pour vérifier les réserves obligatoires. Il existe en fait une solution simple pour que la banque vérifie a posteriori ses réserves obligatoires. Il suffit pour elle d'emprunter la somme nécessaire à la banque centrale. L'emprunt va être noté à l'actif de la banque centrale et au passif de la banque commerciale, et un compte va lui être créé à la banque centrale qu'elle va pouvoir noter à son actif. La banque commerciale va pouvoir utiliser ce nouveau compte de 80 € comme réserve, puisque c'est de la monnaie centrale, et ainsi vérifier sa réserve obligatoire. Dans notre exemple, les réserves obligatoires sont à 20%, mais dans la zone euro, les réserves obligatoires sont à 1%. C'est-à-dire que pour prêter 800 €, la banque commerciale n'a besoin que de 8 € de réserve. Une fois que l'on a bien pris conscience que la quantité nécessaire de monnaie centrale pour qu'une banque puisse émettre du crédit est minime, on peut tout à fait se demander quelle est l'efficacité réelle de la politique monétaire récemment menée par plusieurs banques centrales qui s'appelle quantitative easing. Cette politique monétaire consiste à ce que la banque centrale prête aux banques commerciales. Fin 2011, début 2012, la BCE a prêté 1000 milliards aux banques commerciales. Au-delà du ridicule des chiffres, puisque 1000 milliards représentent 4000 € par personne à échelle européenne, et que si l'on applique l'effet multiplicateur, cela représente 400 000 € par personne, la formulation de l'article sous-entend clairement que la monnaie est un objet qui peut être créé par la banque centrale, qui peut se passer de la main de la banque centrale à la main de la banque commerciale, et puis de la main de la banque commerciale à l'économie réelle. Ceci est faux. Les banques commerciales sont les créateurs de la monnaie, elles n'ont pas besoin qu'on leur prête quoi que ce soit pour créer la monnaie. De la même manière qu'il est complètement inutile qu'il y ait plus de prêts interbancaires que le juste nécessaire, et que des prêts interbancaires supplémentaires n'ont aucune conséquence sur l'économie réelle, un surplus de prêts de la banque centrale aux banques commerciales n'a aucune conséquence sur l'économie réelle. Le prêt va se retrouver à l'actif de la banque centrale et au passif des banques commerciales, et les banques commerciales vont alors avoir à leur actif un compte à la banque centrale que l'on va aussi retrouver au passif de la banque centrale. C'est ainsi que la monnaie centrale n'a pas d'autre destin que de rester de la monnaie centrale, et il est comptablement impossible qu'elle irrigue l'économie réelle. Il existe une deuxième forme de quantitative easing, par la cession d'actifs de la banque commerciale à la banque centrale. Le plus souvent, et contrairement à notre exemple, ce sont des créances sur l'État qui sont cédées. Les actifs détenus par les banques commerciales sont cédés à la banque centrale, et les banques commerciales reçoivent en contrepartie un nouveau compte à la banque centrale, qui apparaît à l'actif des banques commerciales et au passif de la banque centrale. Et cette forme de quantitative easing n'est pas plus efficace que la précédente. Une autre piste existe pour nous indiquer que le quantitative easing est inefficace, c'est l'origine du terme. L'origine du terme quantitative easing est attribuée à Richard Werner, qui l'a utilisé pour la première fois dans un journal japonais, le Nikkei,
en septembre 1995. Pour ceux qui ne parlent pas japonais comme moi-même, Richard Warner a aussi écrit une lettre au Financial Times en septembre 2009 à ce sujet. L'article s'intitule True Meaning of Quantitative Easing is to Increase Net Credit Creation et l'on peut y lire Ironically, when I first coined the expression quantitative easing, I introduced it to warn against the monetary prescription to increase bank reserves. Tel que c'est formulé dans cet article, il n'y a pas beaucoup de place pour une erreur d'interprétation. Le terme quantitative easing a donc été détourné de sa signification originelle par les banquiers centraux. Pour résumer cette première partie, il faut donc retenir que la contraction d'un crédit bancaire, c'est de la création monétaire, que cette création monétaire est contrainte par la prise de risque, le défaut ou le remboursement de cet emprunt bancaire détruit la monnaie, et le quantitative easing est inefficace. Revenons à la situation que nous avons prise en photo tout à l'heure. En observant ce système monétaire, les économistes d'aujourd'hui ont subi une régression intellectuelle. Tout d'abord, je ne suis pas le seul à le penser. Maurice Allais, prix Nobel d'économie, a écrit dans son livre « L'impôt sur le capital et la réforme monétaire » un chapitre entier s'intitulant « La régression de la pensée dans le domaine de l'analyse monétaire ». Richard Warner, le même économiste qui a introduit le terme quantitative easing, a écrit dans son livre « Princess of the Yen » au chapitre 4 « It may surprise many readers, but it is probably fair to say that many economists do not know what money is ». Alors, quelle est-elle cette régression intellectuelle? En observant cet ensemble de feuilles comptables, on peut constater que chaque actif financier ou monétaire de nature fiduciaire est lié à un passif. En effet, chaque obligation d'État ou d'entreprise est liée à un passif chez l'émetteur. De même, les actions que détient Bob sont liées à un passif chez l'émetteur, la banque commerciale. Les prêts, qu'ils soient à l'État ou à des entités privées, sont liés à des emprunts notés au passif de celui qui emprunte. Les comptes bancaires sont liés à un passif chez les banques qui hébergent le compte. Et les billets ont un passif à la banque centrale. Les actifs qui ont une valeur intrinsèque, comme l'or ou l'usine, eux, ne sont pas liés à un passif. C'est ainsi que Henri Sterdyniak, professeur à Sciences Politiques Paris, affirme que la notion de monnaie n'a pas de sens dans une économie financière moderne à monnaie endogène, où la distinction entre actifs monétaires et financiers a disparu. M. Sterdyniak considère en effet que ces actifs, qu'ils soient financiers ou monétaires, sont tous d'une même famille, mais ayant chacun des caractéristiques différentes. Ces caractéristiques peuvent notamment être la liquidité, la rémunération, la valeur, l'échéance et le risque. Et c'est en lisant tout l'article que l'on réalise que M. Sterdyniak ne considère à aucun moment la possibilité que la monnaie fiduciaire puisse être émise autrement que les actifs financiers. Or, j'affirme que la monnaie fiduciaire est un actif qui n'est pas nécessairement lié à un passif. Je répète une deuxième fois. La monnaie fiduciaire est un actif qui n'est pas nécessairement lié à un passif. Je répète une troisième fois. La monnaie fiduciaire est un actif qui n'est pas nécessairement lié à un passif. Vous l'aurez compris, s'il y a une phrase à retenir, c'est bien celle-là. La monnaie fiduciaire est un actif qui n'est pas nécessairement lié à un passif. Avant de démontrer cette affirmation, je vais d'abord l'illustrer. Penchons-nous sur le cas des billets de banque. Les billets de banque sont liés à un passif à la banque centrale. Mais peut-on se poser la question, pourquoi ce passif existe? Je ne l'ai pas inventé, il est bien là, au passif de la feuille comptable 2011 de la Banque Centrale Européenne. Mais ce passif est un pur héritage de l'étalon or. C'est-à-dire que lorsque l'étalon or était encore en vigueur, Yves pouvait retirer ses billets de la banque commerciale et les amener à la Banque Centrale pour récupérer l'équivalent en or. Aujourd'hui, l'étalon or a été abandonné. Ça fait 40 ans que personne n'est jamais venu demander la contrepartie de ces billets à la Banque Centrale. Puisque tout le monde est indifférent à ce passif, on peut tout simplement le supprimer. Les billets ne perdraient pas leur valeur avec la suppression d'un passif auquel tout le monde est indifférent. Cette part de la feuille comptable ferait alors partie des fonds propres de la Banque centrale. Et les billets seraient alors de la monnaie fiduciaire, non liée à un passif. Cette illustration n'est pas une démonstration, et je vais utiliser la logique mathématique pour démontrer mon affirmation. Il suffit d'un seul contre-exemple pour démontrer la non-nécessité. Il me suffit alors d'un seul exemple de monnaie fiduciaire qui n'est pas liée à un passif pour démontrer mon affirmation. Il existe plusieurs exemples historiques. La monnaie papier chinoise du Xe siècle, les talistiques anglais du XIIIe au XIXe siècle, les billets de banque émis par le gouvernement en Angleterre de 1914 à 1928,
les billets de banque aux États-Unis sous Kennedy avec le sceau rouge du gouvernement et non vert de la Fed. Mais je ne vais utiliser aucun de ces exemples, car ils ont tous un défaut majeur dans le cadre de cette argumentation, c'est qu'ils ont été introduits avec l'autorité du gouvernement. Le contre-exemple que je vais utiliser est celui de la monnaie alternative Bitcoin. Bitcoin est une monnaie numérique, donc fiduciaire, car ce n'est que de l'information qui ne sert qu'aux transactions Bitcoin. Donc il n'y a aucune valeur intrinsèque à cette monnaie. Cette monnaie est constituée de fichiers cryptés et non reproductibles que vous possédez sur votre mémoire informatique personnelle. Ainsi, votre disque dur représente un porte-monnaie et le fichier représente une pièce de monnaie. D'où le nom Bitcoin que l'on peut traduire pièce numérique. Imaginons alors que Marie possède 3 Bitcoins. Sophie, elle, possède un t-shirt qui vaut 2 Bitcoins et un fichier Bitcoin d'une valeur de 2 Bitcoins. Marie souhaite acheter le t-shirt de 2 Bitcoins à Sophie. La valeur des fichiers est inscrite dans le fichier lui-même, mais cette valeur est cryptée, elle ne peut pas être modifiée facilement. Une tierce personne va donc proposer la puissance de calcul de son ordinateur pour le décryptage des anciennes valeurs et l'encryptage des nouvelles valeurs sur chacun des 2 fichiers de Marie et Sophie. Un ordre de transfert de 2 bitcoins de Marie à Sophie va être donné à Pierre qui propose sa puissance de calcul, et le transfert va avoir lieu. En mettant à disposition sa puissance de calcul, Pierre va être rémunéré en bitcoin. La rémunération de Pierre se fait suivant une fonction qui prend en compte le nombre d'utilisateurs, le nombre de bitcoins déjà en circulation, et le nombre maximum de bitcoins prévu par le système. Imaginons que Pierre soit rémunéré 1 bitcoin. Il pourra alors acheter ce qu'il souhaite avec ce bitcoin, suivant le même principe. Nous avons à travers Bitcoin un exemple de monnaie fiduciaire qui n'est pas lié à un passif. Malgré le fait que ces fichiers ne soient utilisables pour rien d'autre que le système Bitcoin, la communauté utilisatrice les accepte comme moyen d'échange. La création monétaire permet de rémunérer un service. Ce service, c'est la mise à disposition de la puissance de calcul pour l'encryptage qui permet le bon fonctionnement du système. On peut aussi noter que cette monnaie alternative n'a été poussée par aucune autorité supérieure. Ceci est remarquable car souvent les monnaies fiduciaires sont imposées par le biais du prélèvement de l'impôt qui doit se faire en cette monnaie. Ici, aucune autorité supérieure n'exige le prélèvement d'impôt à travers le système Bitcoin. Nous avons donc l'exemple d'un pur système libéral avec une monnaie fiduciaire qui n'est pas liée à un passif. Le Bitcoin peut s'échanger avec les autres monnaies, le dollar, l'euro. Il suit un cours flottant suivant la loi du marché. Il existe l'équivalent de 100 millions de dollars de Bitcoin en circulation aujourd'hui. Voilà pour la présentation de Bitcoin. Je n'ai pas particulièrement préconisé l'utilisation de cette monnaie alternative. Je prends Bitcoin comme exemple de monnaie fiduciaire non liée à un passif. Une fois que l'on a démontré que la monnaie fiduciaire est un actif qui n'est pas nécessairement lié à un passif, il faut se poser la question: est-ce avantageux d'utiliser une telle monnaie ? En 1935, Irving Fisher a écrit en réponse à la crise un livre s'intitulant 100% monnaie dans lequel il propose une réforme monétaire utilisant cette propriété de la monnaie. Dans le système monétaire qu'il propose, toute la monnaie, l'intégralité de la monnaie est la seule monnaie qui existe, donc 100% de la monnaie, est de la monnaie fiduciaire qui n'est pas liée à un passif. Le but premier de cette réforme est la stabilité économique. Imaginons un vendeur de chaises qui a une certaine quantité de chaises à vendre. Dans le système où la monnaie n'est pas liée à un passif, l'acheteur va disposer de 200 € de monnaie qu'il a acquis en travaillant. Dans le système où la monnaie est un actif qui est lié à un passif, la monnaie est endogène, c'est-à-dire que ce sont les agents économiques eux-mêmes qui créent la monnaie. L'acheteur ne prédispose donc pas nécessairement de monnaie. Chacun des acheteurs dans chaque système monétaire va vouloir acheter dans un premier temps 100 € de chaises. Dans le système de droite, il va donc y avoir transfert de 100 € de monnaie contre 100 € de chaises. Dans le système de gauche, lorsque l'acheteur va recevoir les chaises de la part du vendeur, de la monnaie va être inscrite à l'actif du vendeur et le passif de cette monnaie va être inscrit au passif de l'acheteur. Dans le système de droite, le pouvoir d'achat de l'acheteur a diminué de 100 €. C'est-à-dire que s'il renouvelle l'opération, il rachète 100 € de chaises, alors il devient illiquide. L'acheteur a entièrement consumé son pouvoir d'achat. Dans le système de gauche, l'acheteur peut renouveler l'opération plusieurs fois. Il n'y a pas de diminution de son pouvoir d'achat. La seule chose qui contraint son achat, c'est la prise de risque. On a alors dans le système de gauche une condition contraignante dans l'achat, et dans le système de droite, on a une condition limitante. On distingue donc les deux conditions de chaque système, et c'est la condition limitante qui va engendrer l'autorégulation du système de droite. La condition de contrainte du système de gauche ne veut pas permettre l'autorégulation du système.
Vous avez sûrement reconnu le système de droite comme étant celui que vous utilisez tous les jours dans les magasins, et le système de gauche étant le système à réserve fractionnaire en vigueur aujourd'hui pour les banques. Révisons rapidement le fonctionnement de celui-ci. Lorsqu'une banque souhaite acheter un actif, des chaises, elle va noter à son passif un nouveau compte bancaire au vendeur de chaises. Et le vendeur va pouvoir noter à son actif ce nouveau compte bancaire. Pour vérifier ses réserves obligatoires, la banque va emprunter la somme suffisante à la banque centrale. L'emprunt de la banque commerciale à la banque centrale et le nouveau compte de la banque commerciale à la banque centrale vont donc être notés à l'actif et au passif de chacun des deux acteurs comme il se doit. Et l'opération peut être renouvelée. Si l'on couple ce mécanisme avec de l'inflation, c'est le cocktail explosif pour la spéculation. Imaginons que chaque chaise coûte 10 €. Dans un premier temps, chaque acteur achète 10 chaises. On applique une inflation de 10% à celle-ci. Tous les acteurs vont voir leurs fonds propres augmenter grâce à l'augmentation de l'évaluation de leurs actifs. L'acheteur du système de droite, s'il veut renouveler l'opération, ne peut acheter plus que 9 chaises. Son pouvoir d'achat a diminué. L'acheteur du système de gauche, lui, peut encore acheter 10 chaises. Et en ayant observé que son achat précédent lui a fait faire des bénéfices, il sera sûrement incité à en acheter plus. Une augmentation de la demande qui peut elle-même générer de l'inflation. Et c'est à cause de cette mécanique que les marchés où les banques jouent un rôle important sont soit instables, soit inflationnistes, soit les deux. Et l'on peut expliquer ainsi l'instabilité des marchés financiers et l'inflation des marchés immobiliers qui sont largement financés par des crédits bancaires. A contrario, les marchés ordinaires auxquels les banques s'intéressent moins sont stables. De la même façon, on peut distinguer deux types de crédits, le crédit créateur de monnaie et le crédit mutuel. Le crédit créateur de monnaie, c'est celui qu'on a vu plusieurs fois. Tom emprunte 100 € à la banque commerciale. L'emprunt est alors noté à l'actif de la banque commerciale et au passif de Tom. Et un nouveau compte est créé pour Tom que l'on note au passif de la banque commerciale et à l'actif de Tom. 100 € sont donc créés. Lors d'un crédit mutuel, aucun argent n'est créé. Il préexiste donc 100 € que Bob détient, et Tom va emprunter à Bob ces 100 €. Il y a alors transfert des 100 € de l'actif de Bob à l'actif de Tom. Bob peut noter le prêt à Tom à son actif, et Tom doit noter l'emprunt à Bob à son passif. Les opérations sont réversibles. Lorsque Tom rembourse 20 € de son crédit, dans le cas du crédit créateur de monnaie, 20 € vont être détruits avec la diminution de l'actif et du passif qui constitue l'emprunt. Et dans le cas du crédit mutuel, les 20 € sont transférés de Tom à Bob sans être détruits, et les deux éléments qui constituent l'emprunt diminuent de 20 €. Dans le système 100% monnaie, le crédit créateur de monnaie va être interdit. La quantité de monnaie est alors strictement contrôlée, et permet ainsi une stabilité du système économique. La solution technique pour interdire le crédit créateur de monnaie, c'est d'imposer 100% de réserve obligatoire. La feuille comptable d'une banque commerciale ressemblera à quelque chose comme ceci. On distingue alors les dépôts à vue qui sont entièrement couverts par de la monnaie, car ils sont sujets aux 100% de réserve obligatoire. Et l'on distingue aussi les comptes épargne. Les comptes épargne, eux, ne sont sujets à aucune réserve obligatoire. Ils sont par contre sujets à un préavis préalablement défini entre la banque et l'épargnant. Ceci veut dire que si l'épargnant veut retirer son argent, il doit prévenir la banque un certain délai, par exemple 3 mois, avant le retrait. Ainsi, ces comptes épargne ne représentent pas du pouvoir d'achat immédiat. L'épargnant ne peut pas effectuer de transactions avec cet argent, c'est de l'argent bloqué. Il est alors disponible pour être prêté par la banque. La quantité de pouvoir d'achat immédiat globale reste alors constante. En effet, la monnaie déposée et disponible à vue ne peut pas être prêtée. L'épargne qui ne représente plus de pouvoir d'achat immédiat pour l'épargnant est prêtée à quelqu'un qui l'utilise. Deux remarques, une limite de préavis légal doit être définie arbitrairement, auquel les comptes épargne seraient sujets. En effet, sinon les banques seraient susceptibles de proposer des comptes épargne avec un préavis très court, comme de quelques heures, et le système perdrait tout son intérêt. Cette limite existe en fait déjà dans le système à réserve fractionnaire, elle est fixée à 2 ans. La deuxième remarque est qu'il est très vraisemblable que les comptes de dépôt à vue soient payants. En effet, ceux-ci ne seront plus financés par les crédits en face. Le service de mise à disposition d'un moyen de paiement par la banque devra donc être rémunéré. On peut s'attendre à un coût de 20 ou 30 € par compte par mois, puisque le service rendu par la banque serait alors très similaire à celui de la téléphonie mobile, ce n'est que de la mise à disposition d'informations. Un des arguments phares contre le système 100% monnaie est la pénurie de crédit. Je répondrai à cet argument plus tard. Visualisons dynamiquement le système 100% monnaie. Bob détient 100 € qu'il dépose à la banque. La banque lui crée alors un dépôt à vue, couvert à 100% par de la monnaie, car 100% de réserve obligatoire s'applique à ce compte. Si Tom souhaite emprunter, il ne peut pas. La banque n'a pas de liquidité disponible pour le prêt. Il faut que Bob décide de mettre une part de son compte en épargne. Imaginons qu'il mette 70 € en épargne. Alors 70 € sont dégagés pour le prêt. En effet, les réserves obligatoires à 100% ne s'appliquent qu'au compte à vue, donc qu'aux 30 €. Tom peut alors demander un emprunt
jusqu'à 70 €, imaginons qu'il en demande 50. Le prêt est alors noté à l'actif de la banque commerciale et l'emprunt doit être noté au passif de Tom. Un nouveau compte est alors créé pour lui, un compte à vue, de 50 €. Les 100% de réserve obligatoire s'appliquent aussi à ce nouveau compte de 50 €. La banque doit alors vérifier 80 € de réserve obligatoire. Il ne lui reste alors plus que 20 € de disponible pour du prêt. La monnaie peut aussi provenir d'autres sources. Imaginons que Tom achète 50 € d'actions. Son dépôt à vue est alors effacé et il détient alors des actions qui apparaissent à son actif et comme capital au passif de la banque. La banque a alors à nouveau 70 € à disposition pour le prêt, puisqu'elle n'a plus que 30 € en dépôt à vue. Ces 70 € peuvent être utilisés pour d'autres choses que pour du prêt. En effet, une banque peut tout à fait acheter des actifs avec. Par exemple, un bâtiment qu'elle demande à construire à Yves. La rémunération de Yves se fait alors par un nouveau compte bancaire, un dépôt à vue de 70 € que l'on retrouve au passif de la banque et à l'actif de Yves. La banque ne peut plus alors renouveler d'achat, elle doit vérifier 100 € de réserve obligatoire qui correspondent aux 100 € de dépôt à vue qu'elle héberge. La monnaie se comporte alors vraiment comme un objet matériel qui ne peut pas se multiplier. Bob avait 100 €, il en a donné 70 à la banque, qui les a donnés à Tom. Il ne restait donc à la banque commerciale plus que 20 €. Tom lui a à nouveau donné 50 € par le biais d'achat d'actions, ce qui fait 70 € dans la poche de la banque commerciale, qui ont été dépensés pour l'achat d'un bâtiment à Yves. La banque est alors illiquide, elle ne peut plus rien dépenser. Et Yves détient ses 70 €. Les accords de Bâle deviennent inutiles avec un système 100% monnaie. En effet, l'un des avantages d'appliquer les réserves obligatoires à 100%, c'est que le risque d'illiquidité d'une banque est annihilé sur les dépôts à vue. Et pour visualiser ce risque, nous nous plaçons dans un système multibanque. Tom va donc emprunter 70 € à la banque commerciale. Cet emprunt est noté à l'actif de la banque commerciale et au passif de Tom, et un nouveau compte bancaire lui est créé. Il va alors demander à Yves de lui construire une nouvelle usine qu'il va rémunérer grâce à ce compte bancaire. Mais Yves n'est pas client de la banque commerciale A, il est client de la banque commerciale B. C'est donc son compte bancaire à la banque commerciale B qui est destinataire du virement d'argent de Tom. La banque B, qui réalise bien que l'ordre de virement provient d'un compte hébergé à la banque A, la banque B a alors le droit de demander à la banque A 70 € de monnaie liquide. Avec le système 100% monnaie, la banque A détient à coup sûr ces 70 € disponibles. Il n'y a aucun risque d'illiquidité d'une banque commerciale sur ses dépôts à vue. Il n'y a donc besoin ni d'intervention de la banque centrale, ni de même du risque d'insolvabilité sur les comptes de dépôt à vue. Imaginons que pour une raison X ou Y, l'usine de Tom ne fonctionne pas, elle est alors dévaluée. Tom est alors dans une situation d'insolvabilité. Il ne peut pas rembourser tout son emprunt qui va donc être dévalué, et cette dévaluation va se faire ressentir sur l'actif possédé par la banque commerciale. Seuls les comptes épargne peuvent alors être touchés par cette dévaluation. Les comptes de dépôt à vue, eux, sont couverts intégralement par de la monnaie. Ils ne peuvent pas être touchés par la dévaluation d'actifs détenus par la banque commerciale. Il n'y a donc pas de destruction monétaire lors de défaut. La quantité de pouvoir d'achat immédiat total reste la même. Il n'y a donc alors aucune nécessité d'intervention de l'État pour éviter une destruction subite de monnaie. La réglementation prudentielle devient alors dispensable. L'un des grands avantages du système 100% monnaie, c'est le profit du seigneurage. Le seigneurage, c'est le bénéfice sur la création monétaire. Bien que le système 100% monnaie fonctionne avec de la monnaie fiduciaire, la création monétaire se fait de manière exogène. Ce ne sont pas les agents économiques qui créent la monnaie. Ce rôle est donné à une commission extérieure que l'on appelle commission d'émission monétaire. Cette commission n'est pas un agent économique, elle n'a donc pas de feuille comptable. Son seul rôle est de réguler la quantité de monnaie en circulation. Si elle décide d'augmenter la quantité de monnaie, la monnaie est créée et apparaît à l'actif de l'État. Cette monnaie est alors disponible pour les dépenses de l'État. En effet, grâce à cette nouvelle monnaie, l'État peut tout à fait demander à Yves de lui construire de nouvelles routes. La monnaie est transférée à la banque et un nouveau compte est créé à Yves. De nombreux économistes sont opposés à la création monétaire par l'État à cause du risque d'inflation. À ceci je réponds, l'inflation est un mécanisme principalement lié à l'allocation monétaire. C'est-à-dire que si la monnaie nouvellement créée est investie dans des activités productives, alors il y a augmentation de la production sans augmentation des prix. Si la monnaie nouvellement créée est investie dans la consommation ou la spéculation, alors celle-ci engendre une augmentation des prix sans gain de production. Elle est alors inflationniste. Et je vous demande donc, qui de l'État ou des banques est susceptible d'allouer la monnaie plutôt vers de la production ou plutôt vers de la consommation et de la spéculation? À quantités égales, la création monétaire par l'État est donc moins inflationniste que la création monétaire par les banques. Le 100% monnaie, c'est l'interdiction pour les agents économiques de créer de la monnaie. Il y a donc un contrôle strict de la quantité monétaire en circulation. L'essence même du 100% monnaie,
c'est d'éviter l'inflation par le contrôle strict de la quantité de monnaie en circulation. Par ailleurs, on a vu qu'aujourd'hui, le système est tellement complexe que peu de gens cernent vraiment la problématique de la création monétaire. Le système 100% monnaie permet d'identifier ce problème et de centraliser l'information de la création monétaire puisqu'il n'y a qu'une seule source de création monétaire. Se pose alors le problème de la concentration du pouvoir. Un fort contrôle démocratique sera nécessaire comme contre-pouvoir, et je vous laisse le soin d'imaginer les institutions qui le permettent. Je dirais simplement qu'identifier le problème, c'est déjà la moitié du chemin pour le résoudre. Comme promis, je me penche aussi sur la question quels sont les risques de pénurie de crédit dans un système 100% monnaie. Je pose la question différemment, quels sont les risques que l'emprunt devienne trop cher, c'est-à-dire que les taux d'intérêt augmentent trop. Tout d'abord, rappelons qu'aujourd'hui, c'est la Banque centrale qui régule son taux d'intérêt directeur qui influe le taux d'intérêt à l'économie réelle. Et toute la régulation de la quantité de monnaie se fait par ce biais-là. Dans le 100% monnaie, le taux d'intérêt est régi par la loi du marché d'offre et de demande. C'est-à-dire que si par exemple l'offre de monnaie augmente, alors le prix de l'emprunt va être tiré vers le bas et le taux d'intérêt va baisser. Trois leviers sont alors disponibles pour la régulation du taux d'intérêt dans un système 100% monnaie. Le premier, c'est la quantité monétaire en circulation. En effet, le rôle de la commission d'émission monétaire, c'est la stabilité économique par la régulation de la quantité de monnaie. La quantité de monnaie en circulation aura un impact sur l'offre de monnaie, donc sur le taux d'intérêt. Le deuxième levier, c'est le taux punitif auquel les banques seront soumises si elles ne vérifient pas leurs réserves obligatoires. En effet, on peut s'attendre à ce que le taux d'intérêt soit toujours inférieur à celui-ci. Imaginons qu'une banque ait proposé trop de prêts et qu'elle ne vérifie plus ses réserves obligatoires. L'État exige alors 10% du dépôt à vue qui n'est pas couvert par des réserves annuellement. La banque n'y perdra rien si la rémunération des actifs qui couvrent cette part du dépôt est supérieure à 10%. Le troisième levier, c'est la limite légale du préavis avant entrée sur les comptes épargne. En effet, plus celle-ci est basse, moins l'épargne sera contraignante. On peut donc s'attendre à ce que l'offre de prêts soit plus grande, donc que les taux d'intérêt baissent. Voilà pour les trois leviers qui permettent la régulation du taux d'intérêt. Pour répondre à la question de la pénurie de crédit, on peut aussi considérer la nation de manière globale. Dans le système 100% monnaie, la nation de manière globale sera moins dépendante du crédit bancaire, tout simplement parce que la création monétaire ne sera plus dépendante du crédit bancaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la nation d'une manière globale a une nécessité d'emprunter aux banques pour acquérir le moyen d'échange qui leur permette de faire fonctionner leur économie. Avec le système 100% monnaie, ce ne sera plus le cas. La monnaie préexistera, quelle que soit la quantité empruntée. Quelle serait la transition pour passer du système actuel au système 100% monnaie? Reprenons des situations que l'on a déjà vues légèrement modifiées pour que les proportions soient plus semblables à la réalité. Cette situation peut être atteinte avec un prêt moindre de la part de Tom et une usine qui a coûté moins cher à construire. On va aussi imaginer que l'État est plus endetté et que Yves épargne moins. La première étape de la transition, c'est d'imposer aux banques les réserves obligatoires à 100%. Les banques commerciales sont alors contraintes de céder des actifs pour acquérir de la monnaie centrale. La banque centrale va en premier lieu accepter les créances sur l'État. Si la banque commerciale ne possède pas suffisamment de créances sur l'État pour couvrir ses réserves obligatoires, elle va alors céder d'autres actifs à la banque centrale. En contrepartie de la cession de ces actifs, la banque commerciale va acquérir un compte à la banque centrale. Ce nouveau compte va apparaître à l'actif de la banque commerciale et au passif de la banque centrale. La banque commerciale possède alors suffisamment de monnaie centrale pour vérifier ses réserves obligatoires. Nous avons donc établi qu'une monnaie fiduciaire n'est pas nécessairement liée à un passif. Le passif de la monnaie centrale va donc être supprimé. Cette part de la feuille comptable de la banque centrale devient alors ses fonds propres. La monnaie électronique et la monnaie papier ont exactement la même nature, elles ont la même valeur, elles n'ont juste pas le même format. Il n'y a aucun problème avec la suppression du passif de la banque centrale, la monnaie à l'actif de la banque commerciale garde sa valeur. Si vous acceptez le fait qu'un particulier puisse déposer de l'argent à une banque commerciale et que cet argent garde sa valeur malgré le fait qu'il ne soit pas lié à un passif, alors vous n'avez aucune raison de ne pas accepter la suppression du passif de la banque centrale. Nous sommes exactement dans ce cas-là, tous les particuliers ont simplement déposé de l'argent à la banque commerciale. L'étape suivante dans la transition, c'est la suppression de la banque centrale. Les actifs et les passifs détenus par la banque centrale reviennent alors à l'État. Rappelons que la banque centrale est un établissement public et qu'il est propriété de l'État. L'État détient alors la créance sur sa propre dette. Cette part de la dette peut donc tout simplement être effacée. L'État peut aussi vendre les actifs qu'il a acquis lors de la transition contre des titres de dette souveraine. Nous voyons donc l'échange entre l'actif détenu par l'État et l'obligation. En faisant l'acquisition de sa propre obligation, l'État peut aussi effacer cette part de sa dette. Lors de la transition, l'État a donc effacé une large part de sa dette. Ce qui s'est passé, c'est que la monnaie qui était vouée à être détruite par le remboursement ou par le défaut a été convertie en une monnaie permanente non liée à un passif. Il n'y a pas eu de modification de la quantité monétaire en circulation non plus, donc aucune raison d'inflation ou de déflation. Yves, qui a à l'origine acheté une obligation d'État, ne souhaite pas forcément se retrouver avec une créance sur Tom. De même, Tom ne souhaite pas changer de créancier, il souhaite toujours faire affaire avec sa banque.
Une méthode un peu plus subtile d'effectuer cette opération est de laisser le prêt atome à la banque commerciale et de faire un emprunt entre la banque commerciale et l'État. Ainsi, la dette de l'État envers Yves n'est pas effacée mais bel et bien financée. La transition est ainsi complètement transparente aux agents non financiers. On peut regarder les agrégats monétaires pour essayer de mettre des chiffres à tout ça. Ces informations sont fournies par la Banque de France. On reconnaît donc les dépôts à vue qui représentent 573 milliards d'euros en France. Les dépôts à terme et les livrets sont considérés tous deux comme de l'épargne et représentent à eux deux 753 milliards d'euros. Le reste représente des titres de créance tels que des obligations. Les comptes sans livret sont aujourd'hui des comptes disponibles à vue. Une épargne à vue n'est pas possible dans le système 100% monnaie. Il est donc fort probable qu'une part des possesseurs de livrets souhaitent garder cet argent disponible à vue. Disons un quart. On fait donc la somme 573 plus 152 égale à 725. Ce chiffre donne un ordre de grandeur de la quantité de monnaie qui, lors de la transition, va devenir de la monnaie non liée à un passif. Et c'est donc cette quantité de dette souveraine qui sera alors effacée. On regarde aussi l'évolution de ces agrégats monétaires. Ils ont une croissance variable entre 2 et 6,5%. Et c'est avec ces chiffres-là que l'on peut évaluer la quantité dont profitera l'État grâce au seigneurage une fois que la réforme aura été appliquée. Prenons le chiffre 4% que l'on applique à 725, on obtient alors 29 milliards. C'est donc un revenu annuel de 30 milliards supplémentaires dont bénéficierait l'État pour la croissance de la masse monétaire. Résumons donc les avantages du 100% monnaie. Nous avons donc vu que le système est plus stable car il assure une autorégulation des marchés. La régulation stricte de la quantité monétaire permet une inflation zéro. Les réglementations prudentielles sont dispensables, puisque les épargnants peuvent assumer les risques sur leur compte d'investissement sans destruction monétaire. Le 100% monnaie permet aussi un revenu supplémentaire pour l'État qui est le profit du seigneurage, et la transition permet l'effacement d'une large partie de la dette souveraine. Deux économistes du FMI ont écrit en août 2012 un papier à propos du 100% monnaie. Ils affirment dans celui-ci que l'application du 100% monnaie permettrait un gain de production de 10%. Concrètement, c'est une augmentation du PIB de 10%. Donc on peut facilement imaginer que le plein emploi sera atteint. Je ne vais pas démontrer cette affirmation ici, mais je suis d'accord avec celle-ci.